Alors je pense qu'il faut distinguer bien deux choses. Il y a d'une part l'évolution du climat en tant que tel, qui est quelque chose de factuel. Or, on le sait, le climat a toujours été changeant, il a toujours bougé, il a toujours évolué, selon des rythmes qui peuvent changer évidemment selon les époques. Ça, c'est une chose. Maintenant, l'autre chose, qui elle est beaucoup moins de l'ordre factuel, c'est comment ces changements climatiques sont instrumentalisés par certains intérêts idéologiques, politiques, éventuellement religieux et évidemment surtout économiques, à des fins qui n'ont rien à voir avec le climat. Et donc, il y a notamment une manière de faire peur aux gens, pour différentes raisons, qu'il ne faut pas confondre avec ce qui se passe véritablement avec le climat. Bien sûr que le climat change, ça c'est évident, il a toujours changé et il changera toujours. Évidemment que ça aura des impacts importants sur notre système économique et sur les sociétés, mais enfin, on peut s'adapter, ça c'est la priorité numéro une. L'humanité s'est toujours adaptée, a toujours dû s'adapter. Simplement, évidemment, la situation a changé aujourd'hui par rapport à il y a quelques centaines ou milliers d'années. Mais ce n'est pas du tout une raison pour angoisser les gens, pour dire que c'est la fin du monde, pour annoncer l'apocalypse. Et du reste, je note que la plupart du temps, ces discours extrêmement alarmistes proviennent de gens qui eux-mêmes ne sont pas des experts du climat. Et donc, à mon avis, c'est clairement qu'on a deux enjeux de nature différente. Le climat en tant que tel, la réponse qu'on peut apporter au changement climatique, et puis l'utilisation de l'argument climatique à d'autres fins. Bien sûr que non, certainement pas, puisque de toute façon, interférence humaine ou pas, le climat change. Maintenant, évidemment, il serait assez logique d'estimer et de penser que les humains jouent un rôle dans les changements climatiques actuels, puisqu'ils ont un impact sur l'environnement qui est bien plus important aujourd'hui qu'il y a quelques milliers d'années, ou peut-être même quelques centaines d'années, même s'il ne faut pas sous-estimer, ce qu'on a tendance à faire aujourd'hui, s'il ne faut pas sous-estimer l'ampleur des impacts sur l'environnement des humains durant les siècles passés, surtout en matière de déforestation. Et les grandes déforestations qui ont commencé il y a déjà plusieurs millénaires par les humains ont certainement eu des impacts climatiques aussi. Donc certainement que les humains ont un impact sur le climat, mais finalement pourquoi pas? Et pourquoi est-ce que les humains n'auraient pas le droit d'avoir un impact sur le climat? Parce que le climat n'a rien de naturel. Donc on voit bien que ce qu'il y a en arrière-plan de toutes ces discussions sur le climat, c'est des représentations très souvent idéalisées de la nature. Et une, ça serait qu'il y a le climat naturel et il y a les méchants humains qui le perturbent. Mais ce n'est pas du tout ça. Ce que la science montre depuis très longtemps, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui le climat, c'est la résultante de l'activité, notamment de toutes les espèces vivantes sur Terre. Et les espèces qui vraiment ont le plus d'impact, pas seulement d'impact, mais qui ont créé le climat actuel, qui ont contribué à créer la composition actuelle de l'atmosphère, ce sont les micro-organismes, les bactéries, le phytoplancton, différents types de micro-organismes, et bien d'autres, des insectes, etc., et évidemment la végétation. Et donc, c'est la résultante de l'activité de toutes ces espèces vivantes sur Terre, en interaction avec des paramètres géochimiques, chimiques, géologiques, etc., qui fait évidemment des paramètres astronomiques aussi. Mais enfin, on sait très bien que la vie, l'activité vivante joue un rôle décisif dans le climat sous sa forme que l'on connaît depuis des millions d'années en fait. Et la question que j'ai envie de poser, c'est et pourquoi est-ce que les humains n'auraient pas eux aussi le droit d'influer sur le climat comme le font les termites, les fourmis, les bactéries et le phytoplancton? Évidemment dans une certaine mesure, évidemment avec une différence qui est que les humains, pense-t-on, sont les seuls à avoir une conscience réflexive sur le sujet et donc essayent évidemment de limiter les dégâts. Mais il y a, à mon avis, rien d'anormal ou de répréhensible en soi à ce que les humains changent le climat, modifient le climat, pour autant évidemment que ça se fasse dans des proportions qui restent, disons, qui rendent la planète toujours habitable pour les humains évidemment, mais donc nécessairement aussi pour un maximum d'espèces vivantes. Disons, l'idée qu'on peut résumer de manière très simple, c'est que la vie elle-même est une force géologique. La vie a véritablement contribué à façonner
cette planète et le fonctionnement de la planète, et notamment le système climatique. Et en particulier, on sait très bien que si l'atmosphère terrestre a la composition qu'elle a, qui du reste est assez différente d'autres planètes, c'est très directement lié à l'activité vivante. C'est lié au métabolisme des êtres vivants, et notamment des bactéries et des micro-organismes, qui ont cette capacité à dégrader tous les résidus des autres organismes, à commencer par la décomposition des corps de tous les autres organismes, qu'ils soient végétaux ou animaux. Et donc, évidemment, ces organismes en eux-mêmes, puisqu'ils captent et ils émettent du carbone, du soufre, de l'oxygène, de l'azote, etc., influent directement sur la composition chimique de l'atmosphère. Et donc, évidemment, c'est un des paramètres essentiels du climat. Mais non, il y a des sources naturelles extrêmement importantes de CO2 qui sont bien connues depuis très longtemps, et notamment par exemple les éruptions volcaniques qui émettent des grosses quantités de gaz et d'autres. Maintenant, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a encore toujours aujourd'hui une discussion scientifique, alors tout à fait de science pure, je dirais même de physique, sur la contribution réelle du CO2 en tant que gaz à effet de serre. C'est une discussion qui n'est pas close. Une corrélation n'est pas une causalité. Alors, il part du principe qu'il y a une corrélation forte, on peut la faire, mais on peut aussi avoir des avis différents. Et n'oublions jamais que le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur les changements climatiques, n'est pas un organe scientifique et il n'a jamais eu mandat de faire lui-même de la science. Là, il y a une confusion qui se fait systématiquement. Le GIEC est un échantillon de la communauté des chercheurs qui travaillent sur le climat, qui a eu pour mission de regrouper ce qu'on connaît déjà. Mais le GIEC n'a jamais produit la moindre connaissance scientifique, ça n'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'essayer de synthétiser la connaissance à un moment donné. Et évidemment, comme tout groupe aura tendance à le faire, il l'a fait d'une manière qu'on peut considérer sélective. Et il y a du reste plusieurs climatologues réputés, notamment aux États-Unis, qui ont toujours dit qu'ils ne voulaient pas faire partie du GIEC parce qu'ils considéraient qu'il était biaisé dès le départ. Donc il faut bien voir que le GIEC n'est pas un organe scientifique au sens d'une entité qui ferait vraiment de la recherche. Le GIEC ne fait aucune recherche. Et qu'il a lui aussi ses biais. Enfin, c'est même parfois des erreurs grossières qui ont été relevées, qui a suscité des turbulences. Il y a même eu un rapport pour essayer d'y voir un peu plus clair. Donc, c'est pas parce que le GIEC l'a dit. Le GIEC donne une bonne image de ce qu'on pourrait qualifier d'opinion dominante à un moment donné sur un sujet. Le sujet climatique étant extrêmement varié et large, ça implique beaucoup de gens. Mais il est évident que ce n'est pas pour autant la vérité établie à un moment donné. En fait, très très vite, dès le début, euh, la question climatique a été instrumentalisée à différentes fins, qui peuvent être économiques, mais ça c'est absolument évident, qui peuvent être politiques, là aussi, ou qui peuvent être, on pourrait dire, purement idéologiques, ou quasiment de type religieuse, c'est-à-dire faire peur aux gens ou des choses comme ça. Alors, si on en vient d'abord à l'instrumentalisation économique, nous sommes dans un système économique qui, en permanence, suscite le changement, puisque c'est une manière comme une autre de faire avancer l'économie, c'est-à-dire on détruit ce qu'on avait fait avant, on a construit une énorme infrastructure autour du fossile, et puis maintenant on explique qu'il faut démolir tout ça et puis créer une nouvelle gigantesque infrastructure autour des renouvelables. Ce qui du reste n'est pas du tout une mauvaise chose en soi, je ne dis pas ça, mais je dis simplement il faut bien voir que là derrière il y a un moteur de nature vraiment économique, c'est-à-dire ce que Schumpeter appelait la destruction créatrice. C'est un exemple typique. Et du reste, les deux systèmes peuvent très bien coexister durant une certaine période. Les milieux nucléaires ont été parmi les tout premiers, dès les années 80, à vraiment flairer qu'il y avait là quelque chose pour eux. Et dès le milieu, si ce n'est avant des années 80, dès que la problématique climatique a commencé à avoir une certaine visibilité, ils ont très très bien senti que pour eux c'était potentiellement une planche de salut, et ils ont très très bien insisté sur le fait que
le nucléaire était justement une solution possible, puisque les émissions de gaz à effet de serre du nucléaire sont évidemment bien inférieures à celles des combustibles fossiles, pas nulles, mais très très nettement inférieures. Et d'une certaine manière, ils avaient parfaitement raison de mettre en avant cet argument. Il se trouve que pour d'autres raisons, le nucléaire ne se développe pas comme certains auraient souhaité, et donc globalement, ce n'est pas vraiment une solution, même si sur le papier, c'est une approche tout à fait valable du point de vue de la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un exemple typique d'un milieu économique, d'une filière qui a estimé, à juste titre du reste, qu'ils avaient tout intérêt à contribuer à un certain climat de panique sur la question des changements climatiques pour en fait faire pousser leurs pions. Et ça vaut évidemment pour le lobby du solaire, de l'éolien et de l'ensemble des autres énergies renouvelables. Donc là, on voit assez bien en quoi il y a des intérêts économiques qui poussent depuis longtemps et qui ont tout intérêt à ce qu'on augmente l'angoisse par rapport au climat et que donc sans discussion, on donne des subventions à gauche et à droite. Le cas caricatural, c'est l'éolien en Suisse, par exemple. Alors que si on regarde ça objectivement, on peut vraiment se poser des questions sur la validité économique et l'intérêt réel d'une énergie telle que l'éolien en Suisse, je dis bien. Puis maintenant, alors, il y a les enjeux politiques qui sont peut-être moins faciles à cerner, qui pourtant sont absolument cruciaux. Ce qui est en jeu là derrière, je pense, c'est que par le biais du dossier climatique, les pays industrialisés ont un levier d'action ou un levier d'influence assez subtil mais en même temps potentiellement très puissant pour orienter le développement global et notamment des pays qui dépendent beaucoup des énergies fossiles et qui donc se trouvent en quelque sorte sous pression, sont un peu fragilisés, se sont obligés de se justifier. C'est évidemment le cas de l'Inde et de la Chine. Ce que du reste un bon nombre de pays en développement ont très bien et à mon avis assez justement perçu. Je rappelle qu'au tout début du GIEC, par exemple, et des négociations sur la Convention sur le climat qui ont suivi, beaucoup de pays en développement ont refusé d'en faire partie parce qu'ils pressentaient, et je pense en bonne partie à juste titre, que là derrière, il y a un agenda plus ou moins caché des pays industrialisés pour faire pression sur, en gros, leur système énergétique. Et évidemment, dès qu'on contraint un système énergétique, on contraint aussi automatiquement le développement d'un pays. Donc il y a des enjeux de politique de développement qui sont extrêmement importants, qui ne sont pas toujours faciles à décrypter, mais qui, à mon avis, sont absolument évidents. Il y a encore un autre enjeu, un autre intérêt que je vois sur la question climatique, c'est une manière de dépolitiser les relations internationales. Ce qui caractérise toutes ces discussions sur les grands changements, le climat, la biodiversité, etc., c'est en gros le discours tout le monde est sur le même bateau, tout le monde doit tirer à la même corde. Ça met au second plan toute une série de tensions, de débats ou carrément de conflits, et ça a tendance à chercher à lisser et à gommer au nom d'un intérêt supérieur qui serait celui de la planète. Évidemment, le climat, de ce point de vue-là, est un très très bon exemple, puisque c'est ce qui est censé fédérer tout le monde et donc reléguer à l'arrière-plan d'autres débats qui, en fait, ne disparaissent pas du tout, mais qui, du coup, en tous les cas, occupent moins le premier plan, ou moins l'attention du public. Alors ça, c'est encore un autre argument qui mérite vraiment un examen critique, c'est l'idée qu'on aurait un problème d'épuisement des ressources. Je demande qu'on me donne la moindre indication scientifique sérieuse de cet argument. Il n'y en a pas. Bien sûr que les ressources ne sont pas infinies. Rien n'est infini. Mais en fait, le problème avec le fossile, notamment le charbon, c'est qu'il y en a trop. Au sens où on sait très bien que ça provoque des problèmes environnementaux, tout à fait indépendamment du climat, et que le problème, ce n'est pas du tout qu'on va manquer de charbon. Alors, ce qui est vrai, c'est que on va devoir s'attaquer à des gisements, notamment de pétrole, de qualité moindre. Donc, il va falloir dépenser plus d'énergie, etc. Cela dit, il n'est pas du tout impossible, il est même très probable qu'il existe encore des gisements très importants de pétrole, sans parler du gaz, on n'arrête pas de trouver des nouveaux gisements
extrêmement important, et sans parler du charbon, où on a des quantités absolument phénoménales, qui, elles, sont du reste relativement mieux réparties sur la planète que notamment les réserves de pétrole. Donc l'argument de l'épuisement des ressources, il est relativement peu crédible, et ça vaut aussi pour d'autres ressources, notamment les métaux. Les dernières évaluations vraiment fouillées montrent que ce que nous percevons parfois comme étant un risque de pénurie, c'est des pénuries d'origine politico-géostratégique et économique, et qui, à un moment donné, peuvent refléter indirectement une difficulté d'accès à une ressource, mais en termes de ressources, le problème n'est vraiment pas du tout le manque de ressources, mais plutôt l'abondance. Ça, c'est une première chose. Alors, ce qui est frappant, c'est la prégnance aujourd'hui de ce discours de type néo-malthusien, qui dit la barque est pleine, il n'y en aura pas pour tout le monde, le gâteau n'est pas assez grand, etc. Pourquoi pas, mais alors il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que c'est un a priori politique, c'est un choix idéologique et politique. Mais qu'on ne fasse pas croire aux gens que c'est documenté scientifiquement. Non, bien sûr que non. Il y a au moins une excellente raison de maîtriser, de diminuer, voire éventuellement de renoncer à l'usage des combustibles et des carburants fossiles, c'est tout simplement la qualité de l'air et notoirement la qualité de l'air dans les villes. Là, on ne parle pas du tout ici du climat, on parle de la composition chimique de l'air et notamment du smog photochimique dans les zones urbaines où il y a des très fortes concentrations de circulation automobile ou de la combustion de chaudière, etc. Évidemment que là, on a tout intérêt. Là, on sait que ça affecte directement la qualité de vie, que ça provoque des maladies chroniques, que ça provoque des décès. Alors ça, c'est vraiment très bien documenté. Et même, c'est extrêmement frappant finalement de voir à quel point on insiste sur l'enjeu climatique qui est beaucoup plus diffus, qui est beaucoup plus large et qui est en tout cas pas du tout directement mortifère ou morbide pour les gens, que sur la question des maladies pulmonaires, de l'asthme et de tous les troubles qui sont provoqués par la pollution atmosphérique locale. Alors que ça devrait être ça la priorité absolue. Donc il est évident que diminuer les émissions de gaz à effet de serre et d'autres gaz polluants, pas seulement ceux-là, et donc d'améliorer la qualité de l'air d'une manière globale et notamment dans les villes, ça devrait être une priorité extrêmement importante. Et on constate qu'en fait, on dialogue à non plus finir sur le climat, alors qu'on aurait dû depuis longtemps être beaucoup plus strict sur la qualité de l'air dans les villes, y compris dans des pays comme la Suisse. Évidemment que ça concerne au premier chef les grandes mégapoles des pays en développement où là il y a des impacts sanitaires terribles, mais ça vaut aussi pour des pays comme la Suisse ou les pays européens, etc. Donc ça ne veut pas du tout dire qu'il faut ne rien faire, pas ça. De toute façon, on est dans un système qui passe son temps à changer. Donc tôt ou tard, on allait certainement renoncer ou en tout cas diminuer les combustibles fossiles pour faire la place à d'autres niches de marché qui ont des avantages environnementaux. Alors, il y a une chose qui est claire, c'est qu'il va y avoir des gagnants et des perdants. Il va y avoir des très très gros gagnants, notamment tous les pays qui pourront vendre et financer des solutions, si on pense au marché gigantesque de génie civil, pour faire des digues, pour protéger des villes côtières, pour refaire des infrastructures urbaines. Ça représente un marché absolument faramineux. Et donc, il va y avoir des très 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 gros gagnants. Et aussi, ça c'est évident, des gros perdants. Et notamment les pays qui ont le moins de capacité technique et qui ont le moins de richesse pour investir dans ce genre d'infrastructures ou de renouvellement des infrastructures. Ça fait très longtemps que la Suisse a commencé à moderniser ses infrastructures, par exemple ses ponts, ou à renforcer des grands murs de soutènement, en partie pour prévenir des risques de glissement de terrain, eux-mêmes associés par exemple à la fonte du pergélisol. Donc le sol est moins gelé, donc il y a plus de risques d'éboulement, etc. On n'en parle pas parce qu'en Suisse, c'est l'économie qui contribue à ça. Ça fait tourner énormément de bureaux d'ingénieurs, d'entreprises, etc. Donc là, c'est plutôt du côté des gagnants.
Et il est bien clair qu'il va y avoir des gens qui vont souffrir beaucoup plus que d'autres. Mais malheureusement, j'ai envie de dire que ça, c'est pas vraiment nouveau. Alors en revanche, ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'atténuer autant que possible ces différences. Euh, mais il ne va pas y avoir une solution miracle qui fait qu'à un moment donné, on va dire ben, tout le monde va s'en sortir avec l'adaptation. Ce n'est pas non plus une baguette magique. Ah, moi, je pense souvent à cette phrase qu'on voit dans les toilettes, qui est prière de laisser ce lieu dans le même état que vous l'avez trouvé en entrant. Et en fait, c'est transposer ça à l'échelle de la planète. Donc il y a cette vision, du reste assez probablement assez récente, mais enfin très forte aujourd'hui, qui est que l'humain devrait s'excuser d'être là, à la limite, et puis ne devrait rien toucher et devrait laisser les choses en état. Mais la planète ne fonctionne pas comme ça. Il y a des changements, il y a des cataclysmes qui n'ont rien à voir avec les humains, qui ont eu lieu et qui continueront d'avoir lieu. Donc, cette idée qu'il existe une harmonie naturelle et qu'il ne faudrait pas perturber les grands équilibres de la planète. Ça, c'est vraiment de l'idéologie, c'est une vue de l'esprit. En fait, ce qu'on appelle les équilibres, c'est la résultante d'un nombre considérable de perturbations qui viennent de tous côtés, qui peuvent être d'origine aussi bien astronomique que d'origine liée à l'activité d'autres organismes, etc. Et donc, cette idée qu'on ne devrait pas toucher la planète comme si c'était un équilibre fragile qui est parfait en soi, ne fait pas sens. Enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne sur la planète. Hmm. Oui, une certaine modestie. Oui, on peut très bien avoir une certaine humilité, puis en même temps certaines ambitions. Alors aujourd'hui, un discours dominant, c'est un discours un petit peu, en tout cas en Occident, je dis bien en Occident, et dans une partie de l'Occident, c'est un discours plutôt culpabilisateur et modestie, parfois même une fausse modestie. Mais on pourrait aussi se dire, mais d'une autre manière, les humains pourraient avoir des ambitions aussi. Simplement, la question est de savoir, est-ce qu'on essaye d'être responsable? C'est ça où il y aura un élément nouveau. C'est-à-dire, nous prenons conscience que nous avons une capacité d'intervention sur la planète que nous n'avions pas il y a encore quelques centaines ou milliers d'années. Et donc, nous essayons maintenant de faire les choses en réfléchissant aux conséquences et en essayant d'être aussi responsables que possible, dans la mesure de nos connaissances et de nos moyens techniques et scientifiques. Énorme, énorme. Alors aux États-Unis déjà, il y a toute une partie, peut-être minoritaire, mais enfin il y a quand même toute une partie des États-Unis qui, elle, fonce dans une ambition qui peut parfois paraître un peu démesurée, avec des grandes figures, bon, par exemple Elon Musk, Tesla et surtout ses projets SpaceX. Mais il y a vraiment quelque chose qui mérite l'attention, alors qu'en Europe, ça a plutôt tendance à être immédiatement refusé. Bah, l'ambition de réfléchir, et à mon avis c'est la bonne échelle aujourd'hui, de réfléchir à l'ambition à l'échelle du système solaire. Je suis toujours un peu frappé de voir ces discussions autour de la planète Terre. On n'en est plus là. Aujourd'hui, les humains ont un impact, et ont eu déjà un impact, à mon avis, irréversible, à l'échelle du système solaire. Les humains ont envoyé des sondes forcément contaminées par un certain nombre de bactéries, de spores et de virus. C'est à peu près impossible d'imaginer que ces objets n'aient pas été contaminés et que ces objets aient éventuellement une capacité de continuer à se propager sur ces différentes planètes, notamment sur Mars, peut-être sur la Lune et sur d'autres. Donc en fait, la bonne échelle déjà aujourd'hui, c'est plus uniquement la planète Terre, c'est l'échelle beaucoup plus large, parce que ça permet de prendre conscience aussi de la puissance à laquelle on est arrivé avec le développement scientifique et technologique. Je ne dis pas qu'il faut absolument coloniser le système solaire du jour au lendemain, je ne dis pas ça. Mais on voit bien qu'aux États-Unis, il y a une sorte de mouvement qui met l'ambition très très haut. Et pourquoi pas? Alors que ça,
aujourd'hui, c'est très mal vu en Europe, où il y a, ce qui domine plutôt, c'est un discours de repli, passéiste, fixiste, euh, très mal informé très souvent. Et puis alors en Asie, c'est extrêmement différent. Ce qui domine, c'est vraiment beaucoup plus une attitude beaucoup plus, qu'on pourrait la qualifier de dynamique, d'optimiste, où en fait ce que les gens veulent surtout, et c'est pas juste une petite élite, veulent surtout c'est du développement. Et où il y a surtout un rapport très différent à la technologie. Il y a une espèce de méfiance et de résistance par rapport au développement technologique qui me semble assez propre à la civilisation européenne, dans son côté un peu réticent, fixiste, traditionnaliste, qui n'existe pas du tout en Asie, par exemple, où on est beaucoup plus ouvert et où on est même très gourmand de toutes les innovations possibles et imaginables. Donc oui, il y a des différences énormes, et ça se traduit aussi dans la manière de percevoir les changements climatiques, parmi d'autres choses. Oui, oui. Maintenant, il faut bien voir que beaucoup de pays ont signé cet accord parce que ça ne les engage pas à grand-chose, en réalité. C'est très marginal. C'est symbolique, alors c'est important. C'est la première fois que l'ensemble des pays, c'est-à-dire tous les pays en développement, ont dit nous sommes d'accord que nous aussi nous allons devoir faire quelque chose, contribuer. Mais pour le reste, c'est très 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 léger comme engagement. Franchement, ils n'ont pas besoin de se faire trop de soucis par rapport à ça. En revanche, ça permet à un certain nombre de pays d'être éligibles à des financements. Les pays en développement, surtout les plus pauvres, sont confrontés à un problème très sérieux, qui est qu'aujourd'hui, il n'est quasiment plus possible d'obtenir de l'aide financière au développement si on ne prétexte pas le climat. Donc là, ils n'ont pas tellement le choix. Et donc, on voit des choses aberrantes, comme des pays africains qui doivent faire des contorsions invraisemblables quand ils font des demandes d'aide au financement pour prouver qu'il y a un rapport avec le climat, alors qu'ils ont une urgence absolue qui serait, par exemple, l'eau. Alors ils vont devoir montrer que pour traiter ou pour avoir des stations d'épuration des eaux, ça aura une conséquence par rapport à la consommation d'énergie et donc au climat, etc. Bref, il y a une espèce de chantage de la part alors des pays développés qui ont bien fait comprendre aux pays en développement qu'il faut qu'ils filent droit sur le dossier climatique s'ils veulent continuer à recevoir de l'aide au développement. D'autres pays comme la Chine ont très très bien vu tout l'avantage politique qu'ils pouvaient tirer à faire des belles déclarations sur le climat, sachant que de toute manière ils ont décidé d'être numéro un mondial des industries du renouvelable, donc là ils y gagnent sur tous les tableaux. Et puis surtout, par ailleurs, ça ne les engage pas à des choses terrifiantes pour eux, c'est-à-dire des choses qu'ils auraient certainement de toute manière faites. En revanche, ils peuvent vraiment se poser comme étant la grande puissance responsable. Enfin, il y a tout un jeu assez amusant maintenant entre l'Amérique de Trump et la Chine. Et pour la Chine, c'est aussi une manière, évidemment, de faire passer au second plan d'autres thématiques sur lesquelles elle pourrait être mise sur le grill, et là, de montrer un visage tout à fait sympathique et respectable. Disons, il y a relativement peu de gens qui assument publiquement des analyses de ce type, mais je sais qu'il y a énormément de gens qui n'en pensent pas moins, mais qui sont parfois un peu réticents à le dire publiquement parce que ils ont l'impression qu'ils vont se faire très mal voir. Mais non, 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 il y a beaucoup, beaucoup de gens qui partagent cet avis. Et ce qui me frappe, c'est qu'il y a énormément de gens dans les milieux scientifiques qui sont mal à l'aise avec cette instrumentalisation politique et idéologique du dossier, en particulier du dossier climatique. Euh, donc, il est vrai qu'il y a relativement peu de voix qui, en quelque sorte, assument ouvertement une vision qu'on pourrait simplement qualifier de critique ou de libre, documentée aussi, autant que possible factuellement. Cela dit, il y a beaucoup de gens qui n'en pensent pas moins. Mais ce qui est vraiment pas très sain, c'est qu'on est dans une période aujourd'hui où il y a pas mal de gens qui sont un peu intimidés,
qui en quelque sorte auraient l'impression qu'il ne faut pas prendre de risques et on ne veut pas s'attirer d'ennuis. C'est particulièrement vrai dans le monde académique, où il peut y avoir parfois des risques à ne pas aller dans le sens d'un certain catastrophisme. Et évidemment, ça c'est regrettable, mais c'est une phase qui va peut-être s'achever tôt ou tard. Alors, il y a d'abord ici une difficulté. On fait croire aux gens, ou on laisse croire les gens, que si nous diminuions les émissions de gaz à effet de serre, à supposer que ce soit vraiment le cas, mais admettons, le climat reviendrait à la normale assez rapidement. Comme si le climat allait retrouver une sorte d'équilibre naturel. Mais rien n'est moins sûr. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. On peut espérer que si nous diminuons fortement pour que ça ait un impact les émissions de gaz à effet de serre, ça ait un impact au sens où le climat redeviendrait comme avant. Mais en fait, en plus, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? C'est quoi le climat d'avant? Puisque le climat est en permanence changeant. Alors qu'est-ce qu'on va prendre comme référence? Mais surtout, euh, on laisse sous-entendre, on laisse croire les gens qu'il y a une espèce de relation mécanique qui fait que si on arrête de stimuler ici, ben, le système va redevenir normal. Mais probablement que ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Alors, comme je l'ai dit, il y a d'excellentes raisons de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, il est évident que des villes où il y aurait moins de trafic automobile seraient des villes plus agréables. Tout ça ne veut pas du tout dire qu'il faut renoncer à toute politique responsable en matière de protection de l'environnement et de qualité de la vie. Pas ça. Mais sur le dossier climatique, je pense que c'est aussi pas correct de donner des faux espoirs aux gens. C'est pour ça, une fois de plus, que l'adaptation est certainement la priorité numéro une, même si ça prend différentes formes. Maintenant, cela dit, si beaucoup de gens, ou un certain nombre de gens, se sentent mieux s'ils vivent plus simplement, mais c'est très très bien. Mais ce n'est pas pour autant que la planète va aller mieux. Ça, on n'en sait rien.